Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Cinéma 4D. Aujourd'hui une vidéo réponse à des questions. Alors ça va être une vidéo assez légère, assez basique, parce que la semaine dernière il y a une grosse vidéo quand même qui est sortie, donc là je peux me permettre de faire quelque chose de plus simple. Je vais répondre à plusieurs questions. Je vais montrer deux choses. Je vais montrer le flou de mouvement. J'en ai parlé il y a pas longtemps avec quelqu'un, et puis on me l'avait demandé juste un petit peu avant en commentaire, en commentaire ou en message privé, non, en commentaire je crois. Quelqu'un qui me disait que ça marchait pas, il n'avait pas compris et qu'il fallait ajouter un truc en plus, parce que ça c'est pas trop indiqué. Et puis ensuite je vais montrer un effet de texture qui est tout simple, tout bête à mettre en place et qui est bien utile si vous voulez faire des scènes un petit peu plus réalistes. Et je vais répondre après peut-être à quelques questions, je vais voir. Donc première chose que je vais montrer, ça va être le flou de mouvement. Le flou de mouvement, c'est quelque chose de très simple à mettre en place. C'est vraiment très simple. C'est juste un tag et puis voilà. Un tag et puis un effet dans les paramètres de rendu. Et ça permet de donner un petit peu plus d'impression de vitesse à un élément en mouvement. C'est-à-dire que si vous faites par exemple un hélicoptère, vous modélisez un hélicoptère, puis vous avez l'hélice qui tourne. Donc on va faire une hélice, enfin on va faire un cube, 300. Ici on va mettre 20, voilà, et on va le faire tourner. Alors je vais le faire tourner avec un effecteur temps, on a vu ça dans un tutoriel il n'y a pas très longtemps. Voilà, l'effecteur temps, ici je mets 0, ici on va mettre 360, et je vais le mettre en mode déformateur, objet. Et là je vais mettre 250 frames, voilà, il tourne. Un petit instant, voilà. Comme j'ai dit, ici il tourne. Il tourne pas vite. On va le faire tourner 2 fois plus vite. Alors, dans les paramètres de l'effecteur, multiplié par 2, entrée 720, ce qui fait qu'il tourne plus vite. Je vais faire un rendu de ça. Donc, dans les rendus, paramètres, ici on va l'appeler rendu, test, flou, mouvement, move. Je vais laisser du QuickTime, ça va être rapide de toute façon. Et je fais mon rendu, donc comme ça. Voilà. Petit zoom arrière. Là, on a le rendu qui se fait. Donc, je mets la dernière frame pour voir le truc. Et donc, on a notre cube, notre barre, qui pourrait être une hélice d'avion, qui pourrait être une hélice d'hélicoptère, qui pourrait être un véhicule en mouvement, ça pourrait être n'importe quoi. Et on a un élément donc qui bouge, qui est animé, qui tourne. Je vais me mettre à la première frame de mon animation. On a juste une barre. J'avance d'une frame, on a toujours une barre, mais elle a seulement un petit peu bougé. Bon, j'avance encore, on a toujours une barre qui bouge, aucun problème, ça bouge, mais c'est seulement juste une barre qui bouge en fait. Je mets à 100% de zoom. En fait, ici, on a effectivement un élément en mouvement, on voit bien qu'il est en mouvement, mais c'est pas parfait. C'est-à-dire que si vous regardez les hélices d'un hélicoptère, quand ça tourne vraiment très vite, on n'a plus l'impression que ce sont des hélices, on a plus l'impression que c'est un disque. C'est-à-dire qu'il y a un flou qui se crée, les hélices deviennent floues, et puis on a vraiment l'impression quelque chose de plein. C'est-à-dire que ça va tellement vite qu'on a l'impression que c'est un disque. Je vais fermer ça. Pour recréer cet effet-là, il suffit d'ajouter ici le flou de mouvement. Donc pour ça, je vais sur le cube, je fais un clic droit, enfin le cube ou sur l'élément qu'on veut faire flouter au moment où il bouge, je fais un clic droit, propriété Cinéma 4D, et ici je vais chercher flou directionnel. L'icône c'est une petite sphère avec une sphère floutée derrière. Donc je l'ajoute, ça l'ajoute, voilà. Ici l'intensité est à 100%, on va la booster à 200% histoire de bien voir notre effet. Et ensuite je vais ici dans les paramètres de rendu, dans effet, alors dans effet, et j'ajoute ici flou directionnel vectoriel. J'ai rien besoin de toucher là pour le moment. On verra sans doute, quand je ferai les tutoriels sur l'animation, on verra sans doute plus en détail cet effet et ses réglages. Là, on va laisser les trucs de base.
Donc j'ai juste mis ici mon effet flou directionnel vectoriel, il est coché, je touche à rien ici, et ici j'ai ajouté le tag et je l'ai mis à 200%. Si je fais les lectures ici, ça n'a rien changé. Bon, je vais faire le rendu. Voilà, je fais le rendu. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, je vais me mettre sur la première frame. La première frame, on voit qu'en fait, la barre, qui tourne toujours, comme la version précédente, seulement elle est floutée d'un côté, floutée de l'autre. Elle est floue. Et quand j'avance d'une frame, elle bouge toujours, il y a toujours cet effet de flou. On devine bien ici, c'est toujours la barre, et que c'est flou d'un côté, flou de l'autre. C'est simplement ce que fait le flou de mouvement, le flou directionnel, c'est-à-dire qu'il floute en fait les éléments en mouvement. Et donc quand je vais mettre lecture, en fait on a plus l'impression de quelque chose qui tourne plus vite, parce que justement il y a ce flou. Il y a ce flou qui est ajouté. C'est-à-dire qu'ici, ce que je vais faire ici, je mets lecture sur l'ancienne version, et ici, sur la version avec le flou, on a quelque chose quand même qui est assez différent. Sans le flou, avec le flou. Donc c'est un truc qui est assez basique à mettre en place. Je vais arrêter le rendu. Je peux tout à fait jouer un peu avec les paramètres. Ici, je peux booster ça à 400% par exemple. On va être fou. Je relance le rendu. Voilà, et alors là, on voit il y a carrément beaucoup de flou qui est ajouté à chaque frame. Voilà, il y a énormément de flou. On a toujours notre barre ici. On a un effet de flou qui est ajouté. Donc si je fais lecture ici, j'ai un truc qui est encore plus, donne encore plus l'impression que c'est rapide. Ici c'était avec 200, ici c'était sans le flou, et ici c'est avec le flou à 400. Ici on a le flou de deux côtés. Je peux tout à fait aller dans les paramètres de réglage et ici changer cette valeur là. Je vais mettre ici par exemple 50%. Qu'est-ce que ça va faire? On va le voir tout de suite. Arrêter le rendu. Voilà, je vais remettre le rendu. Et ici qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais faire pause. Là. Ici, vous voyez, le flou s'est décalé plus d'un côté que de l'autre. C'est-à-dire que le flou n'est plus, la barre n'est plus centrée sur le flou, elle a plus lieu, plus d'un côté que de l'autre. Alors ici, elle va dans le mauvais sens, vu que ça tourne dans ce sens-là. Ce que je vais faire, arrêter le rendu, on retourne là-dedans et on va mettre moins 50. Moins 50. Je vais carrément mettre moins 100. Voilà, moins 100. Le rendu est arrêté, oui. Hop, je relance le rendu. Voilà. Et alors là, alors, si je mets comme ça, ici on voit que le flou a lieu que d'un seul côté. Voilà, toujours du même côté. Chaque fois que je descends. Donc ici on n'a pas de flou de ce côté-là, et de ce côté-là on a du flou très fort parce que j'ai mis 400. Et donc là on a vraiment une impression d'un élément qui tourne très vite logiquement. Voilà. Donc je vais remontrer avec les autres versions. Alors sans le flou, avec un flou de 200, un flou de 400, un flou avec 50%, ça donne ça, et un flou avec moins 100%, ça donne ça. Donc là, on a vraiment une impression de vitesse. Ça, c'est un truc qui est vraiment basique à mettre en place. Je vais arrêter le rendu. C'est un truc assez basique à mettre en place. Vous voyez, vous avez juste à ajouter ici le flou directionnel. Vous pouvez laisser ça à 0% si vous voulez du flou des deux côtés. Et ici, vous ajoutez le tag flou directionnel et vous indiquez ici à combien vous voulez ajouter du flou. Ça peut être très léger, ça peut être très fort. Là, 200% pour vos tests, c'est très bien. Ensuite, si vous faites le rendu avec le rendu physique, avec le moteur physique, ici vous avez en plus, pour les versions 13 et suivantes, ici vous avez en plus ce petit truc là qui vous permet d'avoir des réglages en plus. Mais ça, on reviendra dessus. Sans doute quand je parlerai du moteur physique, je pense, et puis surtout quand on parlera de l'animation. Donc ça, c'était la première chose que je voulais montrer, c'était le flou de mouvement. Donc un tag et un effet, dans les paramètres de rendu. Très simple à ajouter. Autre chose qui est assez simple à faire, alors je vais faire fermer, c'est un effet de texture qui améliore le réalisme de la texture. Je vais montrer ça d'une manière assez basique, assez simple. On va faire un cube.
Je vais le faire très fin ce cube. 1 cm. C'est une feuille de papier. Alors 300. Voilà, une feuille. On a juste une feuille de papier posée sur le sol. Avec un sol. J'affiche les lignes. Voilà. On a une feuille de papier. Ah. Voilà, une feuille de papier, toute bête. On va lui mettre une texture blanche, parce que c'est une feuille de papier. Donc, un blanc, pas un blanc... Ah, je suis dans la luminescence. Couleur. Pas un blanc absolu, un blanc légèrement comme ça. Voilà, légèrement cassé. J'ajoute ça sur ma feuille de papier. Parfait. J'ajoute une lumière pour éclairer la feuille de papier. Je le mets d'un côté, cette lumière. Je vais lui mettre des ombres. Ombre diffuse. Voilà. Et je fais mon rendu. Et donc on a une feuille de papier qui est éclairée par une lumière. Truc assez simple. On va changer notre lumière, on va prendre un spot pour voir. Voilà. Un spot, on va éclairer toujours notre feuille de papier. Voilà, je fais ça. Et j'ai le spot qui éclaire la feuille de papier. Bon, aucun problème. Je vais revenir sur l'Omni. Ça fonctionne toujours bien. On a toujours notre feuille de papier qui est éclairée. Maintenant, je vais me mettre de l'autre côté de cette feuille. Je me mets comme ça. Je fais un rendu. Et là, on a un problème. C'est-à-dire que si vous prenez une vraie feuille de papier, vous prenez votre lampe de bureau, vous mettez la feuille de papier devant la lampe de bureau allumée, vous allez voir que la lumière traverse la feuille de papier. Parce que la feuille de papier est très fine. Elle n'est pas transparente. Attention. Ça reste quelque chose d'opaque. Mais seulement la lumière arrive quand même à traverser la feuille. Parce que c'est très fin, parce que c'est comme ça. Donc ici, on a un problème, c'est que la lumière ne traverse pas la feuille. Alors que ça devrait, normalement. Si on voulait faire quelque chose un peu plus réaliste, il faudrait que la lumière puisse traverser. Comment je pourrais faire? Je pourrais rendre ça transparent. C'est pas une bonne idée, parce que ici, même si je fais ça un petit peu transparent comme ça, non, d'abord ça va augmenter mes temps de rendu parce que j'utilise la transparence, et puis là, vous voyez, ça fonctionne pas comme il faut. Là, c'est transparent, mais ça reste noir. Donc ça va pas du tout. La transparence, je décoche, c'est pas ça. En fait, il y a un effet de texture qui est fait exprès justement pour simuler cet effet de pas de transparence, mais cet effet où la lumière peut traverser certaines matières. Si c'est de la pierre, la lumière ne traverse pas du tout. C'est de la pierre, c'est brut, c'est solide, ça traverse pas. Par contre, si c'est une feuille de papier, si c'est peut-être un liquide, genre du caramel liquide, ou un bonbon à la menthe, ou peut-être un truc alimentaire, un truc organique, normalement la lumière devrait traverser un petit peu. Même si c'est juste un tout petit peu, il faut que ça traverse quand même, pour que ça soit un peu plus réaliste. Cet effet, ça s'appelle la diffusion sous-surfacique. En anglais, ça s'appelle subsurface scattering. Alors, je sais pas si je le dis bien, j'ai un accent anglais très mauvais, mais bon, ça s'ajoute simplement dans la luminescence. Alors, on peut l'ajouter dans tous les canaux, mais dans la luminescence, c'est plus logique, c'est là où c'est censé être. Donc, je coche la luminescence. Bon, là, la feuille est blanche des deux côtés, mais c'est parce que c'est luminescent, c'est pas ce qu'on veut. Donc, je coche la luminescence, et ici, dans texture, je vais aller chercher dans effet, diffusion sous-surfacique. Je l'ajoute. Et maintenant, si je fais alors, on peut cliquer ici dans diffusion sous-surfacique pour avoir les réglages, voilà. Et maintenant, si je fais un rendu, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'en effet, la feuille de papier laisse passer la lumière. Ici, je suis toujours du côté où il n'y a pas de lumière, du côté de l'ombre, et pourtant, la feuille de papier est blanche. Elle est blanche des deux côtés. Alors, elle est plus blanche de ce côté-là parce que la lumière arrive directement, mais de ce côté-là, elle est blanche quand même, parce que la lumière arrive à pénétrer à l'intérieur de la matière et éclairer l'autre côté. Ça, c'est simplement l'effet de diffusion sous-surfacique qui fait ça. Alors, c'est un truc qui est assez basique à mettre en place, vous voyez, on coche luminescence, et vous choisissez ensuite ici dans les effets, effet diffusion sous-surfacique. Vous avez quelques réglages, on peut cliquer dessus,
vous avez quelques réglages. Le réglage le plus important, c'est celui-là, la longueur de trajectoire. En fait, je sais pas si c'est bien choisi comme terme, en fait, c'est à quelle distance dans l'objet la lumière peut pénétrer. C'est-à-dire qu'ici, la feuille est très fine, donc la lumière pénètre sans problème parce qu'il y a marqué 10 cm. Si j'ai à la place d'une feuille de papier quelque chose de beaucoup plus gros, par exemple, on va voir avec... je vais aller chercher dans la médiathèque. Je vais aller chercher un modèle dans la médiathèque. Hop, médiathèque de studio, caractère. On va prendre ça. Ce machin-là. Je retire le cube, je retire ma lumière. Je vais retirer la texture. Alors, on va fermer ça aussi. On va rajouter. Voilà, on va aller chercher le personnage. Le personnage, il est là-dedans. On va prendre que le personnage d'ailleurs. CTRL-C. Je vais faire un nouveau document. CTRL-V. Je vais retirer la texture dessus. Voilà. Je vais effacer cette texture-là. On crée une nouvelle texture. On va lui donner une couleur. On va rester dans les verts. Ah, je me trompe. Comme j'ai dit, on va rester dans les verts. Je vais l'ajouter sur le personnage. Je fais un rendu ici, j'ai le truc très plastique. Je vais maintenant ajouter une source de lumière. Alors on va prendre un éclairage de surface. On va le mettre ici. Je me mets comme ça. Que j'y arrive. Comme ça. Ici, le personnage cache totalement la lumière, il est dans le noir complet. J'ouvre ma texture, j'ajoute la luminescence. Dans la luminescence, alors là je peux remettre ça blanc. Dans la luminescence, ici dans texture, je vais chercher mon effet diffusion sous-surfacique. Voilà. Je laisse les paramètres par défaut pour le moment. Je fais juste un rendu et qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait que la lumière traverse à certains endroits et elle traverse moins à d'autres. En fait, ça dépend de l'épaisseur du modèle. Par exemple, ici, le ventre est assez épais, donc la lumière ici n'arrive pas à atteindre totalement l'extrémité. Elle traverse à peu près jusqu'ici. Alors que les bras sont beaucoup plus fins, donc quand on regarde de face, ici, la lumière traverse beaucoup plus. C'est beaucoup plus clair ici, c'est plus clair ici. Pour les jambes ici, c'est plus clair aussi. Et les endroits où c'est épais, c'est beaucoup moins clair. Donc ici, je peux jouer avec ce paramètre-là. Si je mets 20 par exemple, ça traverse un peu plus. Si je mets au contraire 5 ou 2, ça va traverser beaucoup moins. Là, alors, plus on met des chiffres petits ici, plus le rendu est long. Là, j'ai mis 2, vous voyez, ça a traversé. Là où c'est surtout fin, là où c'est épais, ça traverse beaucoup moins. Alors, on a des réglages par défaut. Alors, j'en mets 10. Ici, il y a des réglages prédéfinis. Par exemple, on peut les choisir pomme. Voilà. Et alors, les réglages prédéfinis, c'est surtout les paramètres qui sont ici. Les 3 couleurs et le degré, le pourcentage de couleurs qui traverse en fait par rapport à la longueur qui est indiquée ici. C'est surtout ça qui change en fonction des réglages. Donc ici, j'ai mis pomme. Voilà, on a ça. Si je mets par exemple poulet, on a ça. Donc ici on voit qu'ici c'est plus foncé, ici c'est plus clair. Donc on a des réglages comme ça par défaut. Je vous conseille d'aller y jeter un œil. Peau claire par exemple. Voilà. Et puis je vais remettre le personnalisé. Ici on peut choisir la couleur. Là on va retourner un petit peu dans les verts. On peut choisir la couleur. Et puis ici on a des réglages avancés qui permettent de gérer un petit peu plus les choses. Comme je l'ai dit, ici plus vous mettez des valeurs petites, plus le rendu est long. À savoir que si vous avez une version, si vous avez le moteur physique, en mettant le moteur physique à la place du rendu complet ici, ça ira plus vite à calculer, parce que le moteur physique est justement, cet effet-là est optimisé pour ça.
Donc le moteur physique gère ça beaucoup mieux, ça va plus vite, même avec des valeurs plus petites. Cela dit, si vous voulez compenser le fait que c'est long, parce que vous mettez des valeurs petites ici, comme ça, vous voyez, c'est assez long. C'est le calcul, le pré-calcul qui est long. Si vous voulez compenser ça, il faut aller dans les réglages avancés, puis vous baissez un peu la densité d'échantillons et vous augmentez le lissage. Parce que si vous baissez la densité des échantillons, vous allez vous retrouver avec des effets pas jolis d'îlots lumineux, et le lissage va justement permettre de flouter ces îlots afin de corriger le problème. Donc ça permet en fait de compenser le fait que c'est long à calculer. Donc voilà. Donc comment ça fonctionne? Comme j'ai dit, dans la luminescence, vous ajoutez diffusion sous-surfacique. Ici, vous choisissez de combien ça doit traverser le maillage. Si vous mettez des valeurs petites ici, vous pouvez compenser en diminuant la densité des échantillons et en augmentant le lissage. Sinon, bah, vous laissez les réglages par défaut et vous jouez un petit peu avec des valeurs plus hautes ici. Voilà. Et puis forcément, ce truc-là, il faut l'utiliser conjointement avec d'autres effets de texture, comme par exemple de la réflexion, etc. Là, ça fait très bougie, par exemple. Vous voyez, imaginez une bougie à la lumière, les endroits où c'est plus fin, justement, ça traverse plus. Ça, c'est très bien pour ce genre de choses. Voilà, donc ça, c'était la diffusion sous-surfacique. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, alors d'abord, j'en reparlerai encore une fois dans un autre tutoriel sans doute. Mais sinon, il y a Grayscale Gorilla qui a fait un excellent tutoriel dessus il y a quelques temps. C'est en anglais. C'était lors de la sortie de la version 13 de Cinema 4D. Donc il faudrait... Je vais essayer de retrouver le lien. Sinon, il y a d'autres tutoriels sur internet. Maxon a dû en faire un aussi, je pense. Alors, Grayscale Gorilla. Voilà. Cherche. Alors, subsurface. C'est ça. Ce tutoriel là. Donc le lien, voilà le lien. Sinon vous allez sur Grayscale Gorilla, vous faites cherche et puis vous tapez subsurface, vous le retrouverez. Voici la vidéo, 38 minutes, donc je pense qu'il doit expliquer pas mal de choses. Et voilà ce qu'il obtient. Bon. Donc c'est une fonction qui est très bien, très pratique si vous voulez faire un petit peu de rendu réaliste, parce que justement il y a beaucoup de matières qui doivent laisser un petit peu passer la lumière. Et utiliser des textures basiques, ça ne suffit pas toujours. Donc des fois, il faut justement rajouter le SSS, c'est-à-dire le Subsurface Scattering, pour justement rajouter un petit peu de réalisme, pour justement que la lumière ne soit pas totalement masquée par les objets, mais un petit peu absorbée, qu'elle traverse un peu les objets, qu'elle éclaire les objets, etc. L'exemple de la feuille de papier, par exemple, était assez parlant. Ensuite, qu'est-ce qu'on m'a demandé ? Dans les questions, je réponds à quelques questions. Alors, pour les interfaces de Cinema 4D, oui. Alors, j'ai fait un tutoriel où j'explique comment on personnalise un peu l'interface il y a quelques temps. J'avais montré comment on faisait l'interface de modeling. Et puis, on m'a demandé où est-ce que je trouvais en fait ces icônes-là. C'est-à-dire ici réinitialiser PSR, ici accéder au premier élément actif et ici enregistrer la sélection active. Alors je les ai ajoutés ici parce que je m'en sers généralement souvent sur mon interface de base, pas cette interface là, celle-là c'est celle pour les tutos, je m'en sers jamais, mais sauf pour les tutos, mais mon interface de travail est plus complète que ça et j'ai plus d'icônes. Ici, j'avais ajouté ça pour montrer comment les ajouter des icônes, mais je m'en sers jamais ici, j'aurais dû les retirer. Et ces icônes-là, une personne m'a demandé où est-ce que je les avais trouvées. Alors en fait, c'est dans... D'abord, pour personnaliser l'interface, on fait un clic droit, modifier les palettes. Ça affiche en fait la boîte de dialogue, personnaliser les commandes, et ici vous avez des petites lignes bleues qui s'ajoutent autour des icônes, qui indiquent que l'on peut
venir y glisser des éléments ou en retirer. Et donc réinitialiser PSR, dans cette boîte de dialogue personnaliser les commandes, ici j'écris simplement PSR en majuscule. Et je le trouve ici, réinitialiser PSR. J'ai plus qu'à cliquer, rester cliqué et la faire glisser où je veux, par exemple ici. Et j'ajoute l'icône. Si je veux retirer une icône, je clique dessus, je reste cliqué et je me fais glisser, si je me trompe pas. Comment je retirais ça clic droit. Détacher. Non. Non, normalement je la faisais glisser comme ça, je crois. Je réfléchis. C'est pas supprimer. Non. Là. Je ne sais plus comment je retirais les icônes. C'est pas grave, de toute façon j'enregistre pas cette palette là. Mais donc vous faites juste glisser vos icônes sur la palette là où il y a besoin. Alors normalement ça m'embête de plus savoir comment je retirais le truc. Je le savais pourtant, je croyais que il suffisait de faire glisser ça ici, mais on dirait que non. Tiens donc, détacher, ça détache toute la boîte. Non, bah je sais plus. Je regarderai dans la documentation si je trouve, je l'indiquerai. Donc, on fait glisser ça, nos icônes là où on a besoin. Donc réinitialiser PSR, comme j'ai dit, on tape PSR. Pour ici accéder au premier élément, alors j'avais tapé, je pense, premier. En fait, on tape un mot qui est significatif de la commande. Donc ici, c'est celui-là. Accéder au premier élément objet actif. Accéder au premier objet actif. Ça, je l'utilise jamais dans les tutoriels parce qu'en fait, on n'a pas encore trop vu l'animation de personnage. Donc jusqu'ici, j'en ai pas eu besoin. Ensuite, l'icône suivante ici, c'est enregistrer la sélection. Alors, je pense qu'en mettant sélection, on devrait le trouver ici, enregistrer la sélection. Voilà, ça c'est les icônes que j'ai ajoutées ici. Et quand vous êtes satisfait de votre setup, vous allez dans Fenêtre, Interface, et vous faites enregistrer l'interface sous. Et puis là, vous indiquez un nom. Ne faites pas enregistrer comme interface par défaut si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Parce qu'en fait, l'interface par défaut, c'est celle qui s'ouvre quand Cinema 4D s'ouvre. Si vous la changez et que vous vous êtes trompé dans votre setup, vous risquez d'avoir des problèmes ensuite parce qu'à chaque fois que vous allez ouvrir Cinema 4D, vous aurez toujours le setup que vous êtes trompé. Et si vous savez pas revenir en arrière, vous allez être obligé d'effacer en fait tous vos fichiers de préférence pour retrouver une interface de base, une interface propre, etc. Donc évitez de trop jouer avec les choses que vous n'êtes pas sûr de contrôler. Faites plutôt enregistrer l'interface sous. Comme ça l'enregistre sous un autre nom. Et ici dans interface, vous pouvez ouvrir ce déroulant et choisir l'interface que vous voulez. Dans les versions 12, je crois que c'est aussi là, mais dans les versions 11.5, c'est une icône qui est ici pour choisir les interfaces, quelque part ici en haut. Voilà. Donc ça c'était une question que j'ai répondu. Alors je vais réinitialiser mon interface justement, modélisation, et si je remets ici, standard tuto, voilà. Je reviens sur le truc de base. Ensuite, donc, comme question, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Alors, on m'a demandé les blueprints, comment on les charge dans l'interface. Chose qu'on me demande assez souvent. Moi, généralement, je les fais glisser là-dedans. C'est-à-dire que j'ouvre mon fichier et je fais un drag and drop. C'est-à-dire un clic sur la fenêtre de Windows et je le fais glisser dans cette fenêtre. Enfin, dans une de ces fenêtres-là. Une de ces trois-là. Et ça fonctionne. Parce que, en fait, mon Windows est réglé, puis mon Cinema 4D est réglé de manière à accepter le drag and drop. C'est pas toujours le cas. Des fois, les paramètres Windows ou de Cinema 4D, il est pas lancé en mode administrateur, vous n'avez pas tous les droits sur l'ordinateur. Dans ce cas-là, vous pouvez peut-être pas faire de drag and drop. Donc, ce qu'il faut, c'est simplement aller ici dans Options de la fenêtre que vous voulez ajouter l'élément, faire Configurer, et puis ici aller dans Fond,
vous avez image et les petits points ici qui permettent de choisir une image que vous chargez ici et qui s'affichera ici. Alors quand on charge des blueprints, on n'a pas forcément besoin d'en mettre dans les 3 vues. 2 vues généralement suffit. La vue avant, la vue de droite suffisent largement. Si vous avez la vue de haut, suivant ce que vous modélisez, ça peut être utile, mais pas toujours. Dans le cas d'un personnage, la vue de haut sert pratiquement pas. Un personnage, vous allez plutôt utiliser la vue avant et la vue de droite. Le personnage de face et le personnage de profil. Voire le personnage de haut ne vous servira pas. Par contre, dans le cas d'une voiture, la vue de haut est très importante parce que justement, ça va vous permettre de voir le dessus de la voiture et le contour. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? On me demande si je ferais des tutoriels sur MakeHuman, un logiciel qui permet de créer des personnages un petit peu comme DaStudio. Non, je pense pas faire de tutoriels dessus, d'abord parce que je sais pas bien l'utiliser, et puis j'ai montré déjà pour DaStudio. Après MakeHuman, je vais pas installer tous les logiciels de 3D non plus. MakeHuman, non, je pense pas faire de tutoriel dessus. Ensuite, je lis un petit peu. La médiathèque. Fenêtre médiathèque. Voilà. Tout le monde n'a pas forcément Broadcast, Prime, Studio, etc. Ça dépend de votre version. Ici, vous allez avoir des trucs qui sont en fonction de votre version et en fonction des choses que vous ajoutez. Il y a une personne qui me demandait pourquoi elle trouvait pas MoGraph dans la médiathèque. Alors MoGraph, c'est dans Broadcast. Ici, c'est les trucs de MoGraph sont dans la version Broadcast, si je me trompe pas. Ici, vous avez les presets, voilà, les fonds animés, Broadcast éléments avec des templates déjà faits. Donc c'est dans la version Broadcast. Si la personne a juste une version Prime, par exemple, elle n'aura pas les trucs Broadcast. Donc là, en fait, ça change un petit peu en fonction de votre version. Ce que je vous conseille, c'est de chercher. C'est-à-dire que si vous trouvez pas quelque chose, vous cherchez un petit peu dans tous les dossiers, de manière à voir où est-ce que c'est mis. Vous n'allez pas avoir forcément la même chose que moi j'ai ici. Par exemple, ici les textures packs, c'est des choses que j'ai téléchargées il y a un petit bout de temps pour les tester. Je devrais les retirer parce que je m'en sers pas. Mais c'est un exemple. Thinking Particles, ici, je l'ai ajouté ici, mais normalement il n'est pas forcément là. Normalement vous le trouverez, je crois que c'est dans Studio. Je suis pas sûr. Oui, là, Thinking Particles. Donc ici, dans les pré-réglages, vous n'avez pas forcément les mêmes choses que moi, vous n'avez pas forcément les mêmes choses que les autres gens. Ça dépend de votre version. Si vous avez une version Prime, si vous avez une version Studio, Broadcast ou Visualize, vous n'aurez pas les mêmes dossiers. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question que je voulais répondre? Python, on me demande de faire de nouveaux tutoriels dessus, je en ferai. Ensuite, il y a une personne qui me demandait, qui me disait que Python n'était pas installé sur la version 15 et 14. Non, c'est faux, c'est installé sur la version 15 et 14. C'est installé sur toutes les versions depuis la version 12. C'est-à-dire 12, 13, 14, 15, et les suivantes, il y aura aussi Python. Si vous n'avez pas Python sur votre version 15 ou 14, ou 13, ou 12, c'est que vous n'avez pas une version complète, tout simplement. Ou alors que votre interface n'est pas complète. C'est-à-dire que, je rappelle que tous ces menus-là, on peut les modifier. Si vous avez téléchargé un template d'interface, vous avez peut-être pas toutes les choses comme tout le monde. Vous avez peut-être des menus qui sont pas complets, qu'il faut aller chercher les fonctions ailleurs. Dans ce cas-là, revenez bien sur l'interface standard, l'interface de base, de démarrage. Mais sinon, les versions Prime, Broadcast, Studio et Visualize, des versions 12, 13, 14 et 15, possèdent Python. Il y a des petites différences quand même. Par exemple, si je me trompe pas, l'effecteur Python, je crois qu'il n'y est pas dans la version 12. Je crois que c'est à partir de la version 13 que ça a été ajouté. Il faudrait que je vérifie, mais je crois que ça a été ajouté à la version 13. Le tag, par contre, le tag Python que j'ai déjà montré dans d'autres tutoriels, les tutoriels précédents, lui, il est
présent sur toutes les versions, de la version 12 à la version 15. Ensuite, dans le CMotion, ici il y a un réglage, alors ça sort de la capture, il y a un réglage ici Python, j'en ai pas encore parlé, je sais pas si c'est dans la version 12. Là encore, il faudrait que je vérifie. C'est des choses que je suis pas certain. Le tag, oui, le générateur Python, je crois dans la version 12, il y était déjà. Mais donc, comme j'ai dit, de la version 12 à la version 15, version prime, Visualize Broadcast ou Studio, vous avez Python. Si vous n'avez pas Python, c'est que vous n'avez pas une version complète. Et dans ce cas-là, je peux rien pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Là, je passe un petit peu toutes les questions que j'ai mis de côté. Ah oui, ça fait plusieurs fois qu'on me demande si je faisais des intros. Non, je ne fais pas d'intro, c'est pas la peine de me le demander. Je fais des tutoriels pour Cinema 4D, mais me demandez pas de vous faire une intro ou de vous faire des vidéos spécifiques pour votre chaîne. Je peux pas accepter, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc je prends pas ça. En plus, s'il fallait que je fasse des intros pour tous mes abonnés, j'aurais même plus le temps de faire des vidéos pour les tutos. Donc non. Ensuite, oui, je redis bien, le Python générateur, le générateur Python ici, eh bien depuis la version 12. J'ai vérifié, j'ai oublié de le dire. Par contre, l'effecteur Python ici n'est pas dans la version 12, c'est une nouveauté de la version 13. Une personne qui a téléchargé SkyScrapGen version 2 que j'ai montré dans le tutoriel sur le tag Python. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était... Je vais essayer de le rouvrir. Faudrait que je montre peut-être le site web. Alors... ou qu'au moins je télécharge le fichier, où j'ai mis le fichier, j'ai dû le mettre quelque part. Tag Python, préparation tutoriel, voilà. Voilà le fichier qui est là, SkyScrapGen version 2, je l'ouvre dans Cinema 4D, et donc j'obtiens ceci, et la personne, alors je vais montrer le site quand même, si... je crois que c'était CP quelque chose, voilà, avait des 3 designers. C'était ce site-là. Voilà. Et puis c'était ça, building générateur. Ce truc-là. Donc ici, c'est pas indiqué s'il faut une version particulière. Donc j'étais parti sur le principe que ça fonctionnait dans toutes les versions de Cinema 4D, vu que le générateur est déjà ajouté dans la version 12. Et puis la personne dit en fait en commentaire que ça ne fonctionne pas chez lui. Alors je sais pas pourquoi. En fait, il me dit il a téléchargé donc SkyScrapGen version 2. Dans bâtiment Gen, quand il glisse dans Cinema 4D, cela ne fait pas un bâtiment, cela fait plat. Moi ici, vous voyez, sans rien toucher, quand je fais un rendu, j'ai quand même quelque chose. Alors je sais pas en fait pourquoi c'est tout plat, pourquoi il n'y a rien du tout. Peut-être que peut-être qu'il y a des choses désactivées. Par exemple, si tu décoches ça, là forcément tu as quelque chose de tout plat. Et là c'est parce que ça serait décoché. Ce que je conseille c'est de voir ici avec les réglages s'il y a bien tout rajouté comme ça, histoire de voir si ça fonctionne. Ah, comme ça, quand on fait un rendu normalement on a au moins quelque chose. Si logiquement ça devrait fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, et ben là je sais pas en fait. Faudrait voir avec le créateur du générateur. C'est-à-dire sur le site que j'ai montré sur ce site là, faut voir avec l'auteur du truc, parce que normalement ça devrait pas être tout plat. Tu devrais au moins avoir
les vitres. Quoi d'autre? Alors, je vais fermer des fenêtres qui ne me servent pas. Ça, je peux le fermer aussi. Je regarde si j'avais d'autres questions que j'avais mis de côté. Donc oui, Python, je ferai d'autres tutoriels. Ah, quelqu'un qui me pose la question si une tablette graphique c'est utile dans Cinema 4D. Oui, ça dépend de ta version, ça dépend de ton utilisation de Cinema 4D. C'est-à-dire que pour la sculpture, par exemple, si tu utilises une version 14 ou une version 15 qui a les modules de sculpture, c'est très utile d'avoir une tablette graphique parce que c'est plus maniable, c'est plus naturel à utiliser pour sculpter. Dans Sculptrice, par exemple, la tablette graphique est très importante parce que justement, elle permet de sculpter de manière plus naturelle. Pour les logiciels de dessin comme Painter, comme MyPaint, pour les logiciels de retouche photo comme Photoshop, comme The Gimp, puis d'autres, pour tous ces softs-là, oui, la tablette graphique est vraiment un plus. Pour MyPaint, par exemple, sans tablette graphique, ça sert à rien. Il faut absolument une tablette graphique pour ça. Pour Inkscape, c'est mitigé, c'est-à-dire que oui, on peut l'utiliser, mais on n'est pas obligé. On peut tout à fait utiliser une souris. Dans Cinema 4D, comme j'ai dit, les outils de peinture, de sculpture, oui, c'est très utile. Si tu n'as pas la sculpture, si tu ne fais pas de sculpture, c'est pas essentiel. Disons qu'on peut tout à fait utiliser une souris, c'est pas gênant. C'est-à-dire que tu peux attendre pour en acheter une, et puis le jour où tu as envie d'en acheter une vraiment, tu peux essayer. Mais c'est pas essentiel. C'est vraiment pratique pour les logiciels qui sont plus artistiques que techniques. Si tu fais de la modélisation avec juste des primitives, par exemple, et qu'il n'y a pas de sculpture, ça sert à rien de chercher à avoir absolument une tablette graphique. Tu peux tout à fait l'utiliser une souris classique. Ensuite, par contre, pour Body Paint, la création des textures dans Cinema 4D, la tablette graphique est un plus parce que c'est un petit peu comme Photoshop, tu vas travailler sur du dessin, donc dans ce cas-là, c'est utile. Au niveau des tablettes graphiques, on me pose souvent la question laquelle qu'il faut prendre. Moi, je vous conseille d'aller voir les Wacom, c'est les meilleurs. J'en ai pas vu de meilleurs que celle-là. Vous n'êtes pas obligé de prendre les plus chers. Les premiers prix de chez Wacom sont excellentes. Ensuite, les meilleurs sont les plus chers forcément, mais avec un premier prix, vous avez déjà très très bien. Et puis après, ça dépend de ce que vous faites avec votre ordinateur. À savoir que la tablette graphique remplace totalement la souris si vous voulez. C'est-à-dire que même dans Windows, vous pouvez utiliser la tablette graphique. Hein. C'est pas uniquement dans les logiciels de 3D ou les logiciels de dessin. Vous pouvez tout à fait utiliser la tablette graphique dans un navigateur web ou dans un traitement de texte. Ensuite, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, on me dit aussi que le Python c'est bien, mais qu'il faut des notions de programmation quasi indispensables pour appréhender ce sujet. Oui et non, parce que en fait le Python c'est quelque chose d'assez basique à apprendre. C'est-à-dire que des notions de programmation, non, je dirais pas ça, je dirais des notions de logique. Parce que Python est très logique. C'est vraiment le langage de programmation le plus simple à apprendre. À mon avis, c'est le plus simple. Ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment apprendre Python, voir à peu près ce qu'on peut faire avec, je vais essayer de retrouver le lien. Il y a une chaîne YouTube qui est excellente. C'est pas une chaîne qui est récente, hein. Il y a la dernière vidéo date de 2 ans, je crois. Alors, je vais essayer. Je vais essayer de retrouver le lien. J'ai trop de fenêtres d'ouvertes. Alors je vais en fermer quelques-unes. Voilà. Voilà, j'affiche ça ici. Alors, Pythonry dans YouTube. Vous allez dans YouTube. Dans le champ de recherche, vous tapez Pythonry. Ça s'écrit comme ça. Vous faites une recherche, vous tomberez là-dessus. Vous voyez la dernière activité il y a 2 ans.
mais seulement c'est encore très bien. Vous allez ensuite chercher la première vidéo, la pitonnerie numéro 1, ça va jusqu'à 34. Vous allez chercher la pitonnerie numéro 1, ici. C'est des vidéos qui sont courtes, vous voyez, 8 minutes, 8 minutes, 9 minutes. Les plus longues sont les plus anciennes, ici 18 minutes, 19. Ça reste toujours moins de 20 minutes en fait, si je regarde bien. Ouais, il n'y en a pas une seule qui dépasse les 20 minutes, donc c'est des vidéos assez courtes. Et en fait, si vous suivez toutes ces vidéos-là, vous saurez programmer en Python. Vous saurez au moins les bases de Python. Avec ça, vous pourrez ensuite travailler dans Cinema 4D avec Python avec les idées claires, c'est-à-dire que vous saurez comment ça fonctionne. On voit là-dedans ce qu'est en fait une variable, on voit les boucles, on voit à quoi ça sert d'importer des modules, etc. Donc c'est quelque chose d'assez ouvert en fait pour les débutants. Et puis c'est vraiment le truc que je conseille de voir. C'est assez court, il y a un petit peu d'humour assez dans plusieurs vidéos. Ça explique bien les choses. C'est des vidéos qui sont un peu anciennes, vous voyez, il y a 4 ans celle-là pour la numéro 1, mais seulement ça reste d'actualité. Donc c'est vraiment le truc que je conseille si vous voulez programmer en Python, si vous voulez voir un petit peu ce que vous pouvez faire avec. Ensuite, moi des tutoriels sur Python, je vais pas en faire spécialement sur Python, mais je vais en faire sur Python dans Cinema 4D, comme j'ai déjà montré pour le tag. Il y en aura d'autres. D'ailleurs, est-ce que non, je vais sans doute mettre sur le blog dans les jours à venir peut-être, ou les semaines à venir, un petit récapitulatif de ce qu'on peut faire en Python dans Cinema 4D. Ça sera pas forcément en vidéo, ça sera plutôt sur le blog en texte, mais je vais remettre en fait tout ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire comment récupérer un objet, comment changer sa rotation, sa position, tout ça. Je vais remettre en fait les bouts de code qui servent. Il faut savoir que Python, ici j'en parle dans Cinema 4D, mais c'est un langage qui, comme il est très simple, il a été ajouté dans plein de logiciels. C'est-à-dire que si vous avez le logiciel The GIMP, on peut faire des scripts en Python. Si vous avez le logiciel, si vous avez Maya, le logiciel de 3D Maya, on peut faire des scripts en Python. Le logiciel Blender, on peut faire des scripts en Python aussi, parce que c'est aussi le Python qui a été utilisé. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le logiciel de création de visual novel RenPy utilise le Python, par exemple. Le logiciel de chat IRC XChat, un logiciel que j'utilise beaucoup, utilise aussi du Python pour ses scripts. Bon, le Python est utilisé dans beaucoup de logiciels comme langage de script, parce que justement il est très simple à prendre en main, très simple à comprendre, très logique, et puis c'est un bon langage de programmation, quoi. Donc moi je montrerai surtout les tutoriels sur Python dans Cinema 4D, et pas que sur Python. Après, est-ce que je ferai d'autres tutoriels sur Python sur la chaîne secondaire? Là, je sais pas. Vu que j'ai l'intention de faire des tutoriels sur d'autres logiciels, sur la chaîne secondaire, peut-être. Voilà, je pense avoir fait le tour des quelques questions que j'avais mis de côté. Je regarde s'il y en avait pas. Ah oui, on m'a demandé si je pouvais faire un tutoriel sur la modélisation avec des splines et les ponerbs. J'ai déjà fait ça dans le tutoriel sur les NURBS. Je rappelle, les splines sont là, la ponerbs est là. En fait, dans la ponerbs, on met simplement des splines. Alors, par exemple, un cercle, un deuxième cercle. On met les deux cercles dans la ponerbs et on obtient une forme. On peut rajouter d'autres cercles, voilà, qu'on peut faire plus petit, plus grand. Voilà. Si je désactive la ponerbs, on voit les splines que j'utilise. On peut transformer ces cercles en splines, par exemple. Ici, j'ai utilisé des cercles, ça aurait pu être des cubes ou autre chose, et simplement les mettre dans la ponerbs pour obtenir en fait les formes que l'on veut. Ça, je l'ai expliqué en fait dans le tutoriel sur les NURBS. Donc, j'ai pas besoin de refaire de tutoriel dessus, je pense. C'est pas quelque chose de très compliqué. Ah oui, la vidéo sur la vidéo de la semaine dernière, la première partie, elle est pas disponible en 480p, je sais pas pourquoi. Elle le sera peut-être au moment où j'enregistre cette vidéo,
mais je sais pas pourquoi on a que le 360p et le 720p. C'est un mystère de YouTube, parce que d'habitude ça fonctionne bien. Surtout je l'avais uploadé longtemps avant de la mettre en public. Donc YouTube normalement a dû avoir le temps de la comment de la convertir. Je vais vérifier d'ailleurs là tout de suite si elle est en 480p. Oui, le 480p est sorti. Donc bonne nouvelle. Alors des fois c'est un peu long, des fois non. Alors je sais pas, c'est les mystères de YouTube. Ici vous voyez la première partie. Alors je réduis un petit peu la fenêtre. Ici j'ai bien le 480p de disponible. Alors il a mis du temps à arriver. J'avais le 360p et le 720p, le 480p est arrivé longtemps après. Je sais pas pourquoi. C'est mystère de YouTube. Ensuite je passe tout ça. Il y en a qui me disent beaucoup de gens qui me disent merci, je vous dis merci aussi. Mograph, la médiathèque j'ai parlé. Python oui sur R14 Studio, donc oui ça y est. Le blueprint j'en ai parlé. Réinitialiser PSR j'en ai parlé. Oui, mon accent anglais est mauvais, ça je le sais. Je le sais parce qu'on m'en fait la réflexion, mais bon c'est pas gênant. Ensuite, ah oui, on m'a demandé si je pouvais faire un tutoriel pour apprendre à faire les cheveux de filles et si possible nous apprendre à exporter la scène sur un moteur de jeu. Alors, pour faire des cheveux, peut-être que je ferai un tutoriel là-dessus. Il y a le tutoriel sur la bestiole qui est assez complet sur le module R, mais pour faire ça pour un moteur de jeu, il faut pas utiliser le module R. Les cheveux de Cinema 4D, ça va pas aller pour utiliser dans un moteur de jeu parce que c'est trop spécifique à Cinema 4D. Dans un moteur de jeu, il va falloir utiliser plutôt des plans qui seront déformés sur lesquels on met une texture de cheveux. Alors, comment faire un tutoriel pour comment exporter une scène de Cinema 4D vers un moteur de jeu, je sais pas si je ferai ça. Parce que en fait, il y a beaucoup de moteurs de jeu. Et puis, je sais pas trop. Faire un truc avec Unity, peut-être. Il faudrait que j'y pense, voir si je fais un truc là-dessus. Mais c'est pas dans les projets. Par contre, faire des tutoriels sur le low poly, c'est-à-dire des tutoriels pour créer des éléments destinés à des moteurs de jeu, oui, peut-être, j'en ferai sans doute. Quand je vais faire les tutoriels sur le médiéval, l'heroic fantasy, je vais sans doute aborder le low poly en même temps. Il y a encore beaucoup de tutoriels à voir. Je rappelle que le tutoriel sur la création de personnages il est toujours en chantier depuis longtemps et puis je traîne énormément dessus. Donc ça sortira un jour. Ça sortira un jour. Je sais pas quand, mais ça sortira un jour. De toute façon, quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais, mais je dis pas quand. Donc ensuite, là oui, les textures que j'ai dans la médiathèque, est-ce que je peux les donner? Quelqu'un qui me demandait où télécharger les textures de liquide que j'ai dans la médiathèque. Sur le site de Maxon. C'est-à-dire que je peux pas vous donner les textures que j'ai dans ma médiathèque si ce sont les textures qui sont fournies avec Cinema 4D. Dans ce cas-là, vous allez sur le site de Maxon. Alors, il faut que je rouvre encore une fenêtre du navigateur. Et forcément, ça va me reposer encore des problèmes ici. C'est tout lent. Voilà. Je vais aller sur le site de Maxon. Un petit instant. Alors, maxon.net. Voilà. Vous allez sur le site de Maxon. Vous allez dans Support, Material and Goodies. Voilà. Et ici, vous avez des choses que vous pouvez télécharger. Alors oui, il y a des scènes. Thinking Particle, les presets. Il y a des documentations. Ici, encore des presets. Ici, il y a quelques textures. Vous avez ici
les textures pour le shader sheen, que je rappelle est une texture spécifique. Ah. Voilà, que j'y arrive. Voilà, une texture spécifique ici, matière, sheen ici. Donc vous avez ici un truc exprès pour. Ici vous avez une autre librairie de shader spécifique pour l'organique. Et puis c'est tout, je crois. Et ensuite tout le reste que j'ai dans ma librairie, dans ma médiathèque, ça vient soit de Maxon, soit de d'autres sites. Et généralement je garde que ceux de Maxon. C'est-à-dire que ce qui vient d'autres sites, ça passe dans ma médiathèque, mais souvent je m'en sers pas, donc je finis par les retirer. En ce moment, par exemple, j'ai dans la médiathèque, elle est là, dans la médiathèque toute cette pack de textures ici que j'ai téléchargé sur un site. Je m'en sers pas. Ils sont bien, hein, mais je m'en sers pas. Donc je préfère faire mes textures moi-même. Par contre, toutes les autres textures que j'ai là-dedans, par exemple ici Studio, je vais dans... si je me trompe pas, c'est dans... Non, c'est pas là. Non, Broadcast. Broadcast, Preset. Non plus. Ressources, voilà, ressources, matériel. Toutes ces textures-là, toutes ces textures-là, par exemple, sont fournies avec Cinema 4D. C'est pas des trucs qu'on télécharge, c'est fourni avec Cinema 4D. Donc soit vous les avez, soit vous n'avez pas la bonne version. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la version broadcast, vous n'aurez pas les textures broadcast. Si vous n'avez pas la version visualise, vous n'aurez pas les trucs visualise. Si vous avez la version studio, vous avez tout normalement. Mais je peux pas vous les donner en fait puisque ça fait partie intégrante du logiciel. C'est fourni avec le logiciel. Sinon il y a des tutoriels pour faire des textures et il y a des textures à télécharger sur internet un petit peu partout. Donc généralement on s'en sort assez bien. Ensuite je pense que c'est bon. Oui. Alors on me demande pas mal de choses à modéliser. Sachez que je peux pas tout faire. Hein. Quand vous me demandez est-ce que je peux faire un tutoriel pour modéliser telle ou telle chose, je le note dans un coin. J'ai un fichier texte dans lequel je note tous les trucs qu'on me demande. Et puis quand j'ai un tutoriel à faire, je vais chercher là-dedans s'il n'y a pas un sujet qui me tente. Mais je peux pas tout faire forcément. Là, il y a pas longtemps, on m'a demandé si je pouvais faire un tutoriel pour modéliser un métro parisien avec l'escalateur, l'escalier, les rails, les murs quadrillés en forme de briques, le wagon de train, etc. Ça fait beaucoup de choses. Je peux pas faire tout. C'est-à-dire que je peux montrer par exemple comment faire les rails. Bon, bah, ça va me prendre 5 minutes. Je peux montrer comment faire un escalier, ça va être simple. L'escalateur aussi, mais je peux pas faire un tutoriel où je vais tout montrer. Je vais pas faire toute une scène entière, sinon ça fait des tutoriels très très longs. Déjà cette vidéo là va être longue aussi, j'ai l'impression. Ensuite, blablabla, faire danser des lettres, bah ça j'ai déjà expliqué en fait dans un autre tutoriel. Ah oui, alors il arrive assez souvent qu'on me pose une question, je réponds ou je demande plus d'informations et puis des fois j'ai pas de réponse. Bah je peux pas avancer plus dans la réponse si vous me donnez pas les informations qu'il me faut. Mais bon, c'est pas grave. On me demande aussi si Coffee est plus simple à appréhender que Python. Non, oubliez Coffee. C'est-à-dire que Coffee c'était bien dans les versions 11.5, etc. Mais depuis la version 12, il y a Python, et Python est carrément mieux. Enfin bon, c'est un avis personnel, mais Python est un vrai langage de programmation, alors que Coffee est un langage qui a été ajouté dans Cinema 4D pour pallier à un manque. L'équipe de développeurs qui travaillent sur Cinema 4D ont développé Coffee, et puis ils ont beaucoup de choses à faire sur Cinema 4D. Ils ont ajouté le modulaire, ils ont ajouté la simulation, ils ajoutent toujours des fonctions, il y a pas mal de choses qui sont ajoutées. Le logiciel s'améliore à chaque version, et ils n'ont pas forcément le temps de travailler sur le langage Coffee, qui est un langage de programmation aussi proche du C. Enfin, ça a pas beaucoup évolué. Alors que Python, c'est fait par d'autres gens. Et Python évolue tout le temps. Et puis Python, il y a une énorme communauté derrière. Bon alors,
d'accord, dans Cinema 4D, c'est pas la dernière version qui est implémentée, mais il y a une très grosse communauté de gens qui travaillent en Python sur Internet, et c'est beaucoup plus utilisé que Coffee. C'est-à-dire que vous aurez beaucoup plus de facilité à trouver de la documentation sur Python que de trouver de la documentation sur Coffee. Donc Python, je conseille d'utiliser plutôt Python et de laisser un peu tomber Coffee, qui je pense pas que ça va évoluer Coffee. Alors après je sais pas, hein, mais à mon avis Coffee c'est arrivé au pied du mur et puis ça va pas dépasser. Alors que Python c'est déjà envolé très loin. Voilà, ensuite c'est tout. Donc je vais m'arrêter là pour cette fois. C'était une vidéo de réponse aux questions. Il n'y a pas beaucoup de contenu, on a vu quand même le flou de mouvement, on a vu quand même un effet de texture, même si j'ai pas donné beaucoup de détails, j'en donnerai plus dans d'autres tutoriels. J'ai répondu à quelques questions, et puis voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine, donc pour une autre vidéo sur Cinema 4D, sans doute plus complète.